Montréal, le fleuve Saint-Laurent, le Mont-Royal, les hivers enneigés, sa culture unique. La métropole québécoise est aussi une ville phare pour les habitats participatifs. J'ai voulu en savoir plus. Ça va faire déjà 6 ans qu'on vit en coop, mon copain et moi. À la base, on vivait pas en coopération, mais en colocation. Donc, on avait un loyer à très, très faible coût puisqu'on partageait avec 2 autres personnes. Jeune couple, aux études, on n'avait pas beaucoup de budget. Donc, trouver un appartement pour vivre juste tous les deux tout seuls, c'était quand même encore difficile. Le loyer, par rapport à d'autres villes canadiennes, Montréal, c'est pas si dispendieux que ça, mais ça demeure quand même pour des jeunes étudiants au pré-bourse, pas grand-chose. Donc, dans nos recherches, on a trouvé les coops et ça allait comme de soi dans notre mode de vie. Moi, j'ai toujours fait du bénévolat, je me suis toujours impliquée, j'ai toujours aimé connaître le monde. Donc, quand on a vu l'annonce, on était super chanceux. On a vu une annonce, on a appliqué et en une semaine, on a eu une coop. 2 ans plus tard, on a changé de coop, on cherchait un petit peu plus grand. Ploup! Et là, on a redéménagé dans une autre. Donc, je suis passée d'une petite coop de 8 logements à une plus grosse d'une 20aine de logements. Voilà. Mais c'est vraiment toujours ce modèle-là de connaître mes voisins, de savoir, de pouvoir contribuer, de pouvoir partager. Mais aussi, c'est une forme de bénévolat. On redonne à nos voisins, on travaille ensemble, on connaît notre quartier. C'est un mode de vie qui me convient parfaitement. Bien sûr, il y a un faible coût du point de vue du loyer. Ça va de soi. C'est souvent ce qui attire les gens vers la coopérative, mais c'est pas ce qui retient les gens. On est 100% autonome, ce qui veut dire qu'on ne fait pas affaire, on n'engage pas un concierge. On essaie de faire principalement les travaux par nous-mêmes afin de toujours garder les coûts des loyers le plus bas possible. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement en temps. Tu vois, j'ai toujours été sur des comités parce que ça demande de l'investissement, justement, de la participation. J'étais sur le comité d'entretien, tu t'imagines, quand tu gères le comité d'entretien, tu gères tous les travaux, tu supervises tout ça. Ça demande un peu de leadership, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la préparation, de connaître tes trucs, de faire des soumissions parce que, on veut avoir toujours le plus bas soumissionnaire, mais donc c'est quand même plusieurs heures et c'est exigeant. Et la participation n'est pas toujours égale et équitable toujours parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. Et ça peut être des fois, c'est très prenant, ça peut être des fois très frustrant parce que tu fais, faut que je travaille pour celui d'en haut. C'est des irritants des fois, donc il faut que les avantages de vivre dans cette maison-là, dans cette coop-là, soient plus que financier, sinon, des fois, sinon, ça couvre pas le petit moins que tu paies versus quelqu'un qui est un propriétaire qui fait tout pour lui. T'sais. J'aime que mon fils puis l'autre enfant qui viendra connaissent leurs voisins. Ils font partie de notre vie. C'est un peu... c'est comme de la famille élargie, là. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Souvent, le début, c'est un groupe de personnes qui veut initier une démarche, qui veut créer une forme de coopérative. Et typiquement, c'est un noyau de personnes, quelques personnes, en collaboration avec un groupe de ressources techniques ou en collaboration avec un comité de logement, qui a une idée de créer une coopérative, et typiquement déjà dans un quartier ou déjà sur un site qu'ils ont en tête. Des fois, il n'y en a pas de site. Puis une partie des démarches, c'est de chercher un site, mais des fois, il y a une idée d'un projet. Donc, on s'implique tout au début en aidant le groupe à visualiser un peu le projet, d'abord de le connaître, c'est-à-dire qu'il vise combien d'unités, parce qu'ici, avec le temps, les coopératives d'habitation ont pris une certaine ampleur. Au début, il y en avait beaucoup de très petites coopératives, mais avec le temps,
pas toutes sortes de questions de viabilité, autant viabilité sociale qu'économique. Il y a une tendance à grossir, que des fois les coops, c'est maintenant 40, 60, même 80, même 100 logements. Dans les premières rencontres, c'est presque comme une rencontre de cuisine. Puis nous, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un projet de surtout logement famille ou c'est les personnes tout seules? Avec le temps, le projet devient de plus en plus développé et il y a une consultation publique, des fois beaucoup plus loin dans le processus. Mais souvent, le vrai travail collaboratif, c'est fait avec les futurs habitants, avec un noyau, puis avec le temps, le noyau développe de plus en plus avec les... Parce qu'un projet peut prendre des années à développer. Donc, souvent, les habitants, ceux qui vont être logés à la fin, ne sont pas nécessairement tous là au début. Puis avec le temps, il y a un changement des fois. Il y a toujours un peu des membres fondateurs, en fait. Souvent, ça peut être juste 3-4 personnes qui décident d'initier le projet. Puis ensuite, quand le projet prend forme, ben là, il y a d'autres personnes qui vont se grouper au projet. Donc, puis ça vient, oui, en effet, ça vient de tous les sens. Des fois, c'est vraiment des citoyens très normaux, là, je vais le dire comme ça, qui arrivent et qui portent un projet. Dernièrement, encore, il y a un groupe qui sont venus nous voir pour... qui, eux, ciblaient pour les personnes pas âgées, mais disons 50 ans et plus, où ils voulaient avoir une espèce de coop. Ils ne savaient pas le nom d'unité, ils disaient peut-être une vingtaine. Puis là, ils sont venus nous voir, mais ils ne connaissaient pas la GRT. Fait que là, nous, on dit, ben la première étape, c'est d'aller voir un groupe de ressources techniques. Le groupe de ressources techniques, on est un peu comme un architecte, hein? On est employé par le groupe. Donc, on offre un service d'accompagnement, de développement et de réalisation. Une fois que l'objectif, c'est de... La finalité, c'est l'autogestion. Hein? Une coopérative ou un organisme en habitation, un organisme sans but lucratif en habitation, l'objectif, c'est qu'ils soient propriétaires de leur bâtiment. Que ce bâtiment, oui, de l'ensemble du bâtiment et du terrain, propriété qui est inaliénable, c'est-à-dire qu'elle est conventionnée, puisque c'est financé par l'État. L'État exige que cette propriété ne soit pas vendue non plus avant la fin de l'hypothèque. Donc, des regroupements de citoyens qui, à un moment ou à un autre, nous contactent ou contactent les comités logement, donc les organismes locaux dans un premier temps, là, ça peut être l'un ou l'autre, puis expriment un besoin clair. Dire, bon, on est locataire en résidence privée, ça nous coûte super cher, on n'arrive pas à répondre à nos besoins, on ne veut pas quitter notre quartier, on y travaille, nos enfants y grandissent, vont à l'école, on souhaiterait développer un projet collectif ensemble. On ne connaît pas nécessairement la tenue que ça devrait avoir. Les gens ne savent pas nécessairement ce qu'est une coopérative d'habitation, par exemple, au départ. Là. Mais ils ont un besoin. Hein? Le besoin, c'est se loger à moindre coût, puis rester dans l'environnement où ils habitent, là, pas s'extrader. Là. Donc, on finit par rencontrer ces gens-là et c'est le début d'une aventure. C'est à ce moment-là qu'on explique qu'est-ce que le logement communautaire dans la grande famille du logement social, qu'est-ce qu'une coopérative d'habitation, qu'est-ce qu'un organisme à but non lucratif communautaire spécialisé en habitation, quels sont les paramètres du programme Accès-Logis qui nous permet de financer nos projets d'habitation. On travaille régulièrement avec des architectes pour au fond, esquisser un projet, par exemple, justement un projet d'inclusion où il faut qu'on négocie avec le promoteur quelle est la superficie terrain qu'on devra se doter pour respecter les ratios d'inclusion. Bien, on n'a pas le choix de mettre à profit les services d'un architecte pour nous esquisser un bâtiment en fonction du règlement qui est prévu, en fonction du cadre normatif du programme Accès-Logis qui nous dit, bon, ben, ça nous prend telle variété de typologie pour tel nombre de familles, par exemple, à loger. Parfois, les projets font l'objet de consultations publiques pour avoir un certain aval, favoriser la participation de tous les intervenants sur l'arrivée d'un projet qui peut avoir une mixité de fonctions. Puis, bien, les architectes sont souvent mis à profit pour nous aider sur les aspects plus techniques.
les apparences, les volumétries, l'argumentaire autour de l'intégration de bâtiments dans le cadre bâti, les références historiques, etc. Si on travaille sur des bâtiments à caractère patrimoniaux, nécessairement, on a besoin de spécialistes aussi pour nous aider à respecter le cachet patrimonial, respecter les contraintes normatives et réglementaires de chaque arrondissement. Les architectes connaissent ce que ça veut dire prendre un certain risque lorsqu'on développe, là, comme nous, on le fait. Là. À la base, les groupes de ressources techniques qui ont été inventés dans les années 70, là, j'étais pas là, fait que je sais pas, mais c'est ça. Mais dans les années 70, c'était des architectes, en fait, qui, exactement ce que tu disais, c'était des architectes qui aidaient et qui voulaient développer du logement social. Et petit à petit, ils ont formé les autres ressources que tu as besoin que l'architecture, donc tu sais, notaire, arpentaire, développement, financement, c'est ça qui est devenu les groupes de ressources techniques. L'architecte qui s'installait dans les quartiers, c'est un peu comme toute la suite de mai 68 et toute cette autre manière d'avoir l'implication dans les quartiers. Puis le système, c'est ça, le système est quand même relativement bien huilé maintenant, donc c'est bien reconnu. Il y a toujours un risque parce que les gouvernements changeants ne sont pas nécessairement pas la même sensibilité évidemment du logement social. Mais le système fonctionne bien, donc qui fait quoi, quand, dans quelle méthode, c'est quand même bien établi. Mais c'est ça, mais évidemment, le risque, c'est toujours ça, quand il y a un système qui fonctionne bien, quand il y a d'autres sortes d'habitations qui veulent exister, bien, il faut re-questionner le système, puis voir comment il peut s'adapter puis évoluer. Et en France, que se passe-t-il ? Tous les membres de la coopérative sont propriétaires, c'est la propriété collective. Et à côté de ça, chacun est individuellement locataire de son logement. En fait, c'est ce qu'on appelle de la location à possession continue. C'est-à-dire qu'une personne qui va être adhérente de la coopérative, membre de la coopérative et qui va être dans le projet, donc va être en même temps locataire, donc va participer à la gouvernance du projet, donc participer aux décisions démocratiques, etc., faire partie d'une commission, être membre de l'Assemblée générale, elle va pouvoir être élue au CA. En même temps, elle est locataire de son logement, donc elle paye un loyer qui permet de rembourser le prêt qui a été fait pour financer en partie le projet d'habitation communautaire, le projet de coopérative d'habitation. En France, on est c'est assez embryonnaire tout ce qui est en train de se passer. La loi Allure maintenant permet de donner un statut aux coopératives d'habitation. Il y a différents statuts qui maintenant rendent possible, vont rendre possible, à mon avis, des projets de plus en plus différents. Puis, voilà. Donc, mais une des grandes différences, c'est que on est au Québec, on est, comme je disais tout à l'heure, sur de la location. Les gens c'est de la propriété collective, les gens sont locataires. Et en France, pour le moment, actuellement, c'est des projets en accession à la propriété, la majorité. Actuellement, au Québec, il y a un programme de financement, c'est ça, le programme Accès Logique, qui permet de développer du logement communautaire. En France, je vois dans les projets d'habitat groupé, c'est une des premières motivations aussi, de pouvoir justement partager avec ses voisins, de pouvoir avoir, voilà, ça, oui, une des choses aussi qui est commune aux deux, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir son chez-soi aussi, quand même, d'avoir son logement à soi, et tout en étant quand même, en ayant des liens de solidarité, en ayant des liens plus forts que d'être simple voisin avec les logements qui nous entourent. Dans les années 70, Giscard d'Estaing a enlevé le statut... en fait, les coopératives d'habitation se sont retrouvées sans statut juridique. Donc, ce qui fait que ça a freiné, en fait, forcément le développement des coopératives d'habitation ou des coopératives d'habitants. Donc, c'est pour ça que des projets qui ont vu le jour dans les années 80 étaient plus sous forme de copropriété, où les gens vivaient dans un esprit après... coopérative, de mutualisation, d'entraide, de solidarité, d'autogestion, de tout ce qu'on veut, mais c'était plus les personnes qui étaient ensemble, qui faisaient, l'alchimie qu'il y avait entre ces personnes-là, qui faisait que le projet était comme ça, une volonté commune, il n'y avait pas vraiment de garde-fou là-dessus. Depuis 1994, le gouvernement fédéral, donc le Canada, l'échelle du Canada, qui finançait le logement social, le logement HLM en fait,
qui fait partie de la grande famille du logement social, dont fait partie le logement communautaire aussi. Donc ne finance plus, le gouvernement fédéral depuis 1994 ne finance plus le développement de nouveaux logements HLM. Voilà. Il y a des financements pour de la rénovation, il y a peut-être quelques financements particuliers, mais il n'y a pas de plan majeur de développement de logements social HLM, comme il peut y avoir en France, où il y a quand même beaucoup de financements là-dessus pour le développement du logement social.